par des plateformes telles que les réseaux Internet, les portables, les capteurs, y compris le commerce électronique. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Hicham El Alaili, ex-président de l'organisme régulateur de la télécommunication. M. Hicham El Alaili, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Très bien, pour votre invitation. Merci beaucoup pour vous. Donc, on commence justement avec le mot un petit peu vague pour certains, c'est justement l'économie numérique. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer dans des termes un petit peu simples l'économie numérique? Tout d'abord, c'est une économie. C'est une économie, donc il y a une création de la valeur. Et en général, c'est vrai qu'il n'y a pas une définition très spécifique pour l'économie numérique, mais on peut dire que c'est l'économie basée sur l'utilisation de la nouvelle technologie. Donc la nouvelle technologie, évidemment, elle est basée sur tout ce qui est télécommunication et informatique, sur l'Internet, sur le commerce électronique, sur l'optimisation des productions, de processus de production aussi, parce qu'on utilise pas mal des systèmes informatiques pour automatiser et optimiser le processus de production et l'amélioration de performance. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle l'économie numérique. Et c'est pas, en fait, c'est pas lié spécifiquement à un secteur donné. C'est très large. Ça peut aller, évidemment, sur le segment informatique et télécommunications, tel que Internet, tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est capteur, comme vous avez très bien dit, les tablettes, etc. Mais au-delà de ça, ça peut rentrer dans d'autres segments et d'autres secteurs. Le secteur de la santé. Aujourd'hui, un médecin peut examiner un malade à distance. Ah, d'accord. Il peut faire un diagnostic, etc. à distance. Et aujourd'hui, vous avez des applications sur votre téléphone sur lesquelles vous pouvez mesurer votre tension, etc., etc. Donc tout ça, c'est une économie qui change un peu la donne. Parce que ça crée de la valeur ajoutée. Et pour la croissance du PIB, l'économie numérique a une contribution très forte pour la croissance du PIB d'un pays. Je vous donne un exemple. Si on parle dans des pays assez industrialisés et développés, si on parle, puisqu'on parle français, en France, il dépasse le 5%. Ah, d'accord. La contribution de justement l'économie numérique dans l'économie du pays. Voilà, même. il dépasse le 5%. Voilà. Et ça augmente. Par contre, son poids sur la croissance du pays est beaucoup plus important. Donc c'est quelque chose qui évolue. Et comme on dit et qu'on parle, je vous donne un exemple, tout le monde connaît maintenant l'application ou la société Uber. C'est un très bon exemple sur l'économie numérique, puisque ça change même la donne et le business model. Aujourd'hui, c'est une société qui gère le plus grand part des véhicules sans avoir ou s'approprier à un seul véhicule. On ne parle pas d'une compagnie en particulier, voilà, parce que ça fait partie d'une pub, mais donc on donne un exemple. C'est un exemple. Voilà, quelles que soient les compagnies qui travaillent justement dans... Et ça s'applique aussi sur les cartes d'identité, sur le renouvellement des permis de conduite et tout? Tout à fait. En fait, en particulier en Égypte, on a besoin de se transformer vers l'économie numérique, puisque c'est un des outils qui permettent la réussite et le succès des réformes économiques qui viennent d'être annoncées il y a pratiquement un mois. Il faut avoir des bases de données qui se parlent entre eux, qui sont liées, afin que vous puissiez savoir qui a besoin de ce qu'on appelle aide ou subvention, etc., et qui n'a pas besoin.
on peut effectivement avoir tout ce qui est... on parle de ce qu'on appelle la traçabilité. Très bien. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Égypte, on est placé où par rapport à l'économie numérique? Pourquoi je vous pose aussi? Parce que justement hier, le chef de l'État a inauguré 2 régions stratégiques et qui sont en rapport avec justement peut-être la technologie, le développement technologique, et donc à quel point de tels projets peuvent vraiment faire progresser les choses ici en Égypte et contribuer à l'économie justement numérique en Égypte. Est-ce que c'est en lien déjà ou non? Évidemment, c'est en lien. Et ce sont des bons projets. Et c'est effectivement, il y avait 2 projets qui sont des parcs technologiques. Voilà, c'est à Morg El Arab et à Sousse. Voilà. Et en plus, le président aussi a annoncé qu'il y aura une cité ou une ville de la connaissance, si on peut dire. Et ça, c'est très important, parce que c'est avoir la connaissance, le knowledge, si on peut dire, de tout ce que les sujets qui vous intéressent, c'est très important. Pour établir une telle technologie, évidemment, il faut pas mal d'infrastructures. L'infrastructure est prête? Elle peut être beaucoup plus développée, si on peut dire. Mais quand même, il y a de l'infrastructure. Il faut la développer de plus en plus. Mais je pense qu'on a ce qui nous permet de commencer. Il faut commencer, il faut aller vers la transformation de l'économie numérique, parce que c'est la tendance. Si on cherche vraiment de la croissance, l'économie numérique va accélérer, tel qu'on a vu dans tous les autres pays, va accélérer la croissance, va contribuer, et à un poids très important pour la croissance du PIB. Et donc, c'est important, si on veut chercher, si on cherche de la technologie, si on cherche aussi de l'indépendance, parce que c'est très important à un moment donné, quand vous arrivez à un niveau spécifique, il faut avoir quelque indépendance. Je vous donne un exemple. La protection du réseau, la protection des applications, etc., il faut construire la connaissance et notre capacité de faire quelque chose à nous, qui s'approprie à nous, et pas être dépendant à d'autres sociétés externes ou third party. Donc, l'encryption des données. C'est très important qu'on ait quelque chose d'indépendant. Tout ça, donc les parcs technologiques, etc., j'espère, et ça va nous permettre d'évoluer dans ces sens-là. Parce qu'il faut régulariser ça avec des lois et des législations pour éviter le piratage et autres. Est-ce que ces lois sont prêtes, sont promulguées? Il y en a quelques-uns qui sont promulgués, d'autres qui sont prêtes, ils sont en train d'être promulgués, et d'autres qu'il faut les modifier aussi. La législation est très importante. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il faut avoir une législation sur la crime électronique. Aujourd'hui, dans la législation, peut-être, ça n'existe pas, ça ne figure pas, ou ce n'est pas assez précis. C'est pas assez précis. Voilà, ça c'est un mot très précis, que c'est un peu vague. Et en fait, Sima vous a demandé sur l'infrastructure. Ici en Égypte, on se félicite du lancement des services et de la technologie de la 4e génération. Peut-être ailleurs, ils ont dépassé cela, ils sont sur de nouvelles non, ils sont toujours sur le 4G, voilà. Mais ils se préparent pour le 5G. Voilà. On n'est pas très en retard. On est en retard. On est un peu en retard. Mais soyons clairs, on est en retard. C'est possible de rattraper, voilà. On est en retard, mais pour des raisons diverses. L'Égypte, quand même, a quelques années très difficiles, on sait les raisons. Et donc, on est en retard, mais bon, ça y est, c'est fait. Donc, j'espère maintenant qu'avec le 4G, que les services vont s'améliorer.
Est-ce que vous pensez que ça va vraiment améliorer les services? C'est parce qu'on se plaint ici en Égypte trop. Je vais parler très simplement et on a un des soucis en fait des simples clients, je vais dire, voilà, des services numériques. Voilà, on n'a pas le service n'est pas assez rapide si vous le voulez tout simplement. Et ça c'est quelque chose qui concerne toutes les maisons, tous les citoyens, plus ou moins. Est-ce que ça doit améliorer les services ou déjà quelque chose d'autre va nous faire piétiner plus ou moins les choses? Non. Le 4G serait spécifique pour l'échange des données. Ça ne sera pas vraiment pour la voix, etc. Mais et le futur, c'est pour les données et pas pour la voix. Et donc, oui, ça va améliorer le service. Oui, le débit sera beaucoup plus important. Donc, vous pouvez avoir d'autres applications, nouvelles applications, des choses en ligne. On peut peut-être mettre votre programme en ligne sur les mobiles, puisque la capacité permettra de faire ça. Et on peut faire de la... C'est en ligne, déjà même pas en direct, de toute façon. Non, quand je dis voilà. en ligne, sur le portable, voilà. Sur le réseau téléphonique. On peut voir le vidéo d'une manière et d'une qualité beaucoup meilleure. On peut faire de la téléconférence ou vidéoconférence entre des membres de la même société ou des sociétés différentes, etc. Donc il y a plein des applications qui vont venir, qui vont créer de la valeur et qui permettra effectivement à des jeunes aussi ingénieurs de travailler et de développer des applications pour ça. Ceci implique aussi que de nouvelles matières soient inculquées, soient incorporées dans les départements d'économie peut-être? Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a une stratégie quant à ce propos? Mais justement, c'est là où on parle, il faut avoir un besoin d'une transformation vers l'économie numérique. Et ce n'est pas uniquement sur un secteur et un segment donné. Ce n'est pas le secteur uniquement de télécom et informatique. C'est le secteur, tous les autres secteurs. On a parlé du secteur de la santé. On peut donner un autre exemple du secteur du tourisme. Et le tourisme, vous pouvez faire plein de choses en se basant sur l'économie numérique, en se basant sur la nouvelle technologie. Soit faire des ventes par Internet, évidemment, soit faire de la publicité, soit faire des snapshots, soit faire comment dirais-je, des choses, plans des villes, des plans de ville, etc. Touristiques, voilà. Tout ça, on peut le faire pour le tourisme. Ça va permettre de donner une image et ça va être répandu à beaucoup d'autres gens et ça peut se faire sur plusieurs langues. Et ça, l'avantage aussi de l'économie numérique, c'est effectivement l'économie d'échelle. Une fois que vous faites une application, etc., il suffit maintenant de la traduire. Et la traduction maintenant au numérique, c'est facile. Donc on peut faire des choses, le même sujet, et on le traduit à plusieurs langues. Donc ça nous permet d'accéder à d'autres pays beaucoup plus facilement. Donc c'est important. Le tourisme, d'autres parties, le commerce électronique. Le commerce électronique aussi, c'est très important. Le commerce électronique, je ne sais pas, Amazon, je veux pas d'autres sociétés, je ne veux pas citer les noms pour éviter la publicité, mais ils font des chiffres d'affaires très importants. Tout cela, c'est grâce justement à tout ce qui est numérique, si on veut. En fait, effectivement, vous l'avez très bien dit, on peut dire c'est la numérisation de l'information. D'accord. Voilà. Tout ce qui est numérisation de l'information, effectivement, rentre dans ce qu'on appelle l'économie numérique. C'est vrai que le monde est devenu très petit. Voilà. On ne voit plus les limites et les frontières grâce justement à ce progrès, à ce développement numérique très rapide.
Voilà. Ici en Égypte, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Vous le trouvez? Pourquoi on pose cette question? Justement parce qu'on a les portables plus ou moins dans les mains de, je sais pas, on a combien de millions de portables, quelle que soit certainement la qualité ou le service que ces portables présentent. Mais de toute façon, je veux dire, d'une façon ou d'autre, le citoyen simple a aujourd'hui accès à regarder des vidéos, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être accessible, par exemple, aux élèves dans des écoles, je vais parler des écoles publiques, je ne vais pas parler des écoles privées en fait, parce que normalement, ils peuvent Il en faut, et même je pense qu'il y avait un projet qui a pour chaque élève qui soit une tablette. Voilà. Ça a été lancé l'année dernière. Je vais vous donner un exemple très important. Mondialement, globalement, en 2050, on prévoit qu'il y aura plus de 50 milliards d'appareils qui vont communiquer entre eux. Les êtres humains seront 9 milliards en 2050. Juste pour vous donner. Donc l'économie numérique, ça ne sera pas basé uniquement sur les êtres humains. Il est en fait tout ce qui est capteur, tout ce qui est appareil qui parlent entre eux, ça va générer une économie gigantesque. Chaque chose, enfin, le bonheur n'existe pas sur Terre et chaque chose a un inconvénient. Oui. Quel est l'inconvénient majeur de cette économie? L'inconvénient, il faut anticiper et se transformer. Parce que je ne pense pas ce qu'on fait aujourd'hui, on pourra toujours le faire dans 20 ans. Ça va changer, ça va évoluer. Il faut se préparer, il faut anticiper, il faut se transformer vers ce monde-là. Et c'est ça, effectivement, l'inconvénient. Si on ne se prépare pas, si on n'anticipe pas cette évolution, cette transformation, effectivement, il y aura peut-être des gens qui rateront le train. Et ça, il faut faire attention à ça. Donc effectivement, il faut faire attention qu'il y a une évolution sociale avec tout ce progrès. Est-ce que c'est très coûteux de passer d'une étape à l'autre, voilà, pour justement marcher de pair avec ces transformations très rapides? Je ne vais parler pas certainement d'une façon individuelle, mais au niveau du pays, par exemple. Est-ce que c'est très coûteux de lancer et relancer des infrastructures, voilà, ou simplement les dépenses vont de pair plus ou moins avec les infrastructures, de toute façon, les infrastructures, c'est toujours coûteux. Et ce sont des investissements sur du long terme. Toujours c'est comme ça, et c'est normal. Mais c'est important. Heureusement que maintenant, effectivement, il y a des technologies qui nous permettent de réduire les coûts des infrastructures. Donc ce n'est pas la peine de toujours développer des infrastructures sur la base de ce qu'on faisait avant. Il y a d'autres technologies maintenant qui nous permettent d'optimiser le coût et toujours mettre des infrastructures. Par contre, la vitesse de transformation est très importante. Et quand je dis la transformation, elle doit se faire sur une transformation sur les systèmes, etc., et sur l'être humain lui-même, sur la culture. Vous savez, je vous donne un exemple. Ce qu'on appelle dans le monde de télécom et informatique, on appelle les frictions électroniques. Si votre enfant vous demande j'ai trouvé quelque chose sur l'Internet, je veux bien la payer par votre carte de crédit. Oui. Je pense que les gens n'ont pas assez confiance de donner leur carte et l'utiliser sur le réseau. Ah, ça, c'est une question de culture quand vous venez. Donc, il y a une question de culture. Évidemment, il y a une question de développer les moyens de protéger. Aussi. Évidemment, c'est ce que je vous dis. Il y a une question de protéger le réseau, de protéger l'application, etc. Mais il y a aussi une question de culture. Et c'est très important de travailler sur cet aspect de l'évolution de la culture. Et l'évolution de la connaissance aussi. Développer une certaine connaissance qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est très stratégique aujourd'hui qu'on pense quels sont les segments et quels sont les sujets sur lesquels
nous devons avoir quelque dépendance, il faut la développer. Je viens d'assister à une conférence qui portait sur la devise africaine en général. C'était une conférence tenue par des banques centrales des différents pays du monde, y compris l'égyptienne. Et puis finalement, j'ai été un peu stupéfaite parce que tout au long des années précédentes, on poussait les différentes populations à recourir justement à cette économie plastique des banques, cette économie technologique ou numérique. Et là, ils veulent revenir vers l'argent liquide, soi-disant que ceci a affecté l'économie. Ils veulent de nouveau que les différentes populations réutilisent l'argent liquide. D'un côté, parce qu'ils ont dit qu'il s'est avéré que chaque année, il y a autour de 60 milliards de dollars qui sont volés dans des cas de fraude bancaire à cause de tout ce qui est numérique. Et par conséquent, ils veulent pour remédier à d'autres problèmes actuels, repousser les gens à revenir vers l'argent liquide. Je ne sais pas c'est quelle conférence, mais ça m'étonne beaucoup que ça serait leur recommandation, parce qu'en général, on dit qu'on bouge vers ce qu'on appelle le cashless society, ou une société moins d'espèces, avec moins d'espèces, parce que si on réduit l'espèce, donc on réduit tout ce qui est, on peut dire, fraude et vol, etc. Et c'est très important aussi que, moi je pense, c'est exactement le contraire, que l'économie numérique permettra d'avoir une certaine traçabilité. Donc tout échange, on peut les tracer. Donc c'est très important. Donc plus on va échanger plus sur l'économie numérique, donc on peut détecter les fraudes. Il y aura toujours des fraudes. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de défrauder. Mais effectivement, il faut toujours mettre des applications pour lutter contre ce fraude. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la nouvelle technologie à cause de la fraude. C'est plutôt la nouvelle technologie qui va nous permettre de réduire beaucoup réduire les fraudes. Et ça va permettre de réduire l'interface humaine, donc aussi réduire des fraudes. Et ça va nous permettre aussi d'élargir tout ce qui travaille et donc il doit payer des impôts. Très bien. En un petit mot, si ça doit réduire un petit peu l'interface humaine, je vais utiliser justement ce mot en parlant du numérique en général, de la technologie, et si ça ouvre aux sociétés, aux individus, aux pays de nouveaux horizons, ça risque aussi d'enfermer l'individu sur soi-même. Voilà, on parle que chacun va être dans son monde à lui, son monde propre. Voilà, ça peut être un des inconvénients à l'échelle en fait social, individuel, humain, voire. Aujourd'hui, à quel point justement on peut, je ne sais pas comment dire, mais ne pas avoir justement recours à cette interface humaine, mais garder justement aussi ce côté humain dans nos relations. On ne peut pas vivre sans voilà. Des relations humaines, évidemment. Et quand je disais réduire les interfaces humaines, c'est pour les échanges voilà. Avec des organismes au gouvernement, etc. Donc, ça permettrait de réduire les fraudes. Mais effectivement, l'être humain, c'est le plus important. Voilà. Et évidemment aussi, on ne peut pas, c'est pour cela que je dis, il faut faire une évolution culturelle sur la partie sociale et culturelle de l'être humain. Très bien. On vous remercie infiniment, ingénieur Hicham El Alaili. Je rappelle que vous êtes ex-président exécutif de l'organisme régulateur des télécoms en Égypte. Et merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et pour toutes ces informations. On n'était pas au courant de pas mal d'informations. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On n'était pas au courant que, en fait, l'économie numérique a commencé, qu'on faisait partie de cette économie, qu'on l'utilisait quand même à une échelle très limitée. Et on ne savait pas que c'était ça l'économie numérique. Donc, merci de nous avoir. C'était clair et je vous ai clarifié un peu les sujets. Oui, merci beaucoup, Monsieur Hicham El Alaili, et on sera toujours avec vous. On espère vous revoir encore une fois pour nous donner encore plus d'éclaircissements et mettre à jour ces connaissances.
Eh bien, notre édition est terminée. Il reste à vous souhaiter une excellente journée, toujours avec un grand sourire sur les lèvres. Merci Donna. Et à la prochaine. Merci.